Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne et bienvenue dans cette traditionnelle pioche de lecture saisonnière. Aujourd'hui, même s'il pleut, même s'il fait gris, même s'il fait 4 degrés, oui, j'appelle le printemps. Voilà, je lui dis viens, rentre chez moi, j'ai déjà changé ma déco, je t'accueille en fait. Je suis prête, ma pioche de lecture est prête. C'est parti, je vous présente les livres que je compte potentiellement lire durant les 3 prochains mois, qui vont plus ou moins nous concocter le printemps 2024. Alors la pioche printanière, contrairement aux autres saisons, j'ai l'impression, je constate, c'est un constat plutôt, voilà, on dira ça comme ça, c'est une pioche un peu fourre-tout. Parce que j'ai assez peu de livres où je me dis, ça c'est vraiment, ça crie le printemps. J'en ai quelques-uns, mais pour la plupart, je me dis quand même que c'est des livres que j'ai mis là parce que je savais pas trop où les mettre d'autres. Comme par exemple, je ne pensais pas avoir une pile plus importante en thriller au printemps qu'en hiver, ou en été, parce que habituellement, l'hiver et l'été, c'est là où je lis le plus de polars et de thrillers. Je me suis rendu compte dernièrement que j'étais pas spécialement polar, finalement. Que j'étais plus thriller, donc il faut que j'arrête de prendre des polars au boulot, parce que finalement, c'est une mauvaise surprise et voilà, sans plus. Là, je suis partie vers des thrillers, normalement. Certains m'ont été conseillés, d'autres avaient plutôt de bonnes critiques. Ensuite, j'ai une pile qui... Comment je pourrais dire ça elle, par contre, crie vraiment plus le printemps, à mon avis. Un peu à l'ambiance secret de famille. Voilà, vous savez que c'est un petit peu un thème, un sujet que j'aime bien. J'avais fait une vidéo qui regroupait un petit peu ce genre de lecture-là, plus ou moins, que j'avais appelé « Livre un peu à saga familiale ». Mais alors vraiment, ça regroupe... C'est un peu flou comme thématique, je vous l'accorde, mais c'est tout ces histoires qu'on va retrouver, que j'aime beaucoup, type les Marie Laberge avec le goût du bonheur, type les Kate Morton, que j'adore également, enfin, vous voyez un peu quel genre je veux dire? Voilà, ça, j'avoue, c'est mon petit genre vraiment chouchou absolu que j'adore, qui... Oh, voilà. Oui, je sais, les 7 sœurs. Promis, un jour, j'y serai, j'ai le premier, je sais. La hype commence gentiment à descendre autour des 7 sœurs, donc je me dis... C'est gentiment le moment que je m'y mette. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, j'ai une toute petite pile plutôt littérature jeunesse young adulte, mais vraiment alors 3 romans. Puis j'ai 2 titres plutôt fantasy, et j'ai 2 titres que je ne sais pas dans quoi mettre. Voilà, que je n'ai pas vraiment de thématique. On va commencer tout de suite avec les thrillers. Duchesse de Chris Whittaker. Ce livre-là, très bonne critique. On va rencontrer Duchesse qui a 13 ans et qui est un petit peu le pilier de sa famille. Sa mère est complètement à la dérive, elle a plus de papa, son petit frère, il compte un petit peu que sur sa sœur pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Et là où elle vit, c'est pas une ville waouh quoi. Et elle vient d'apprendre que le gars qui a foutu sa mère dans une merde pas possible il y a plusieurs années va sortir de prison. Alors elle est clairement tendue face à cette histoire. Parce que le but, c'est que sa mère ne replonge pas comme à l'époque, vu qu'elle vient à peine, tout juste, de peut-être sortir un tout petit peu la tête de l'eau. Faudrait pas, tu vois, voilà. Donc on va rencontrer Duchesse à ce moment-là. Tout ce qui est à toi brûlera, de Will Dean. Dans cette histoire, on rencontre le mariage arrangé pour les papiers, pas par excellence, justement, parce que j'espère d'un côté qu'il y a peut-être des mariages comme ça qui se déroulent plutôt bien sur le long terme. Là, clairement que non. La jeune femme qu'on va rencontrer est vietnamienne, elle a accepté de se marier pour les papiers pour venir vivre en Angleterre, sauf qu'elle n'imaginait pas, je pense, se marier au pire tortionnaire qu'elle ait pu rencontrer. Son mari, il la considère comme sa chose, elle est à lui, elle ne doit pas sortir de la maison, elle lui appartient. Dès qu'elle fait un pas de travers, dès qu'elle essaye de s'échapper, dès que quoi que ce soit, il prend un de ses souvenirs, ça peut être une photo, une lettre, une babiole, quelque chose qu'elle avait pris avec elle dans sa valise depuis le Vietnam, et il le brûle. Donc forcément, au bout d'un moment, elle commence plus à avoir grand-chose. Si bien que, un beau jour, il va se passer quelque chose. Et c'est là que notre histoire, je pense, va prendre toute son ampleur. Franchement, celui-ci, très petit, j'en attends donc qu'il soit très percutant, que ça déménage, mais alors tout de suite, parce que à mon avis, vu la taille du truc, on n'a pas le temps de s'épancher sur 1001 états d'âme. Séquestré de Chevy Stevens. Celui-ci, il était dans une vidéo recommandation de Séverine, il est bien ce livre, à l'époque de sa chaîne YouTube. Elle avait fait plusieurs thématiques de vidéos
autour des thrillers qui parlaient de différents thèmes. Elle avait regroupé ses livres préférés d'un thème en particulier, et je me souviens d'une vidéo où elle avait parlé des séquestrations. Celui-ci, j'ai pu le prendre au travail justement. Et on va rencontrer Annie qui vient de se libérer, de sortir de 12 mois de séquestration. Tout le monde lui dit que le pire est derrière elle, que maintenant c'est bon, elle va pouvoir aller suivre un psy, etc. pour essayer de se reconstruire. Tout le monde lui dit ça, et en même temps, elle, de son côté, est persuadée que non. Voilà, est-ce que le pire était vraiment derrière elle, ou est-ce qu'il se profile devant elle ? Rêver de Franck Tillier, parce que ça fait un moment que j'ai pas lu de Franck Tillier. Celui-ci, j'en avais entendu énormément de bien. Franck Tillier, c'est ça passe ou ça casse avec moi. Soit il en a des excellents qui me mènent par le bout du nez, du début à la fin, je me laisse complètement happer. Je me rappelle encore du titre avec lequel je l'avais découvert à l'époque, parce que j'avais été tellement impressionnée de me faire mener en bateau à ce point. C'était Puzzle, qui était un titre, je crois, qui n'avait rien à voir avec son duo d'enquêteurs et d'enquêtrices qu'il a habituellement. Là, c'est pareil, on est vraiment en dehors de Charcot et Hennebel, je ne sais plus le nom exact du duo de policiers. Donc là, on est sur totalement une autre héroïne qui s'appelle Abigail et qui souffre de narcolepsie sévère. Elle a souvent de la peine à faire la différence entre rêve et réalité, ce qui petit à petit, dans les enquêtes qui vont avoir lieu dans le livre qu'on va suivre, vont se révéler de pire en pire. Voilà. Elle commence vraiment à avoir des soucis entre les différentes strates de ce qu'elle imagine et de ce qui se passe en réalité. On m'en avait dit énormément de bien. Le mal de mer de Rawa Haroum, c'est chez Scrineo. Ça, c'était la maison d'édition qui me l'avait envoyé. Et j'avais dit oui parce que l'histoire avait l'air très intéressante. Pourquoi ? Ça me rappelle une histoire vraie, un fait divers dont je vous ai déjà parlé quelques fois. Et alors, à l'heure actuelle, il a encore plus d'importance, vu qu'on va un peu fictionnaliser, on va dire, le true crime entre Didi Blanchard et sa fille Gypsy Rose Blanchard. Si vous ne connaissez pas ce true crime, je vous conseille plusieurs vidéos qui ont été faites sur le sujet, mais notamment celle de Sonia Lou, qui ont été faites en 2 ou voire même 3 parties et qui sont vraiment excellentes en tout point. Il y a également une série télé qui s'appelle The Act, dont j'ai parlé sur le podcast Petit écran à 2, que je tiens avec mon amie Anaïs. Donc c'est aussi une série télé avec notamment Patricia Arquette dans le rôle de la maman et Joy King dans le rôle de la jeune fille. Et waouh, la tension dans cette série est absolument incroyable. C'est en 1 saison, je crois qu'en 7 épisodes, c'est bouclé, mais alors c'est très très prenant. Et donc là, on va suivre plus ou moins le même type d'intrigue. Pour vous résumer rapidement l'histoire, et si vous ne connaissez pas ce true crime, on va rencontrer une jeune fille qui bizarrement est tout le temps malade. Elle est en chaise roulante, elle ne peut pas se mouvoir seule, elle ne peut pas se nourrir correctement, donc sa mère prend soin d'elle depuis tout ce temps. Là où on va la rencontrer dans le bouquin, elle a déjà 17 ans quand même, donc ça fait très longtemps qu'elle vit comme ça. Et sauf qu'un jour, quelqu'un et elle-même vont se rendre compte qu'en fait, elle n'est pas si malade que ça. Donc on est clairement sur un syndrome de Munchausen par procuration, et forcément que ça ne va pas très bien tourner, j'imagine. Voilà. Si on s'inspire réellement du fait divers de base, ça se termine pas très bien. Et pourquoi je disais que c'était très d'actualité en ce moment, c'est que Gypsy Rose Blanchard a été libérée de prison là dernièrement en décembre ou janvier 2024, décembre 2023. Donc si elle a été en prison, je vous laisse imaginer pourquoi. Dans la catégorie des thrillers, je termine par celui que je suis en train de lire actuellement. Je l'ai déjà commencé en version numérique. Il s'agit de La dernière maison avant les bois, et ça c'est de Caroline Ward aux éditions Sonatine. La petite ruelle où va se passer notre histoire pourrait très bien ressembler à celle de Wisteria Lane dans Desperate Housewives, parce que les petites maisons sont charmantes, tout va bien, c'est un joli quartier résidentiel, pour les familles c'est idéal. Tout au bout du quartier, donc vraiment dans le cul-de-sac du quartier, juste avant la forêt, donc la dernière maison avant les bois, vit Ted Bannerman. Et Ted, c'est un homme qui est un petit peu spécial. Voilà, il est un peu particulier, tout le monde aurait voulu qu'il soit le coupable idéal pour la disparition de la petite fille survenue il y a 11 ans de ça, mais ils n'ont jamais rien trouvé. Aujourd'hui, une jeune fille emménage dans la maison juste en face ou juste à côté, et donc elle a entendu parler de cette petite fille qui a disparu, elle se pose un peu des questions sur son voisin, qui franchement a l'air un petit peu bizarre. Et pour l'avoir commencé, franchement pour l'instant c'est très intriguant, car on peut autant avoir le point de vue de Ted, qui comme je vous l'ai dit est donc un personnage un peu atypique, le point de vue de son chat, Olivia, qui là aussi est un petit peu spécial comme chat, donc j'ai trouvé ça intéressant. Et là j'en suis enfin au chapitre où je vais rencontrer Dee, donc la jeune fille qui vient d'emménager. Alors, je vais vous parler des 2 titres que je ne sais pas trop dans quelle catégorie classer. Il y a déjà
Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Ce livre-là m'avait été conseillé à de très nombreuses reprises pour son côté un petit peu particulier, vu que dans ce petit livre, on va entrer dans un établissement, un café, dans lequel on peut commander notre fameux café, et du moment que le café est encore chaud, on va pouvoir voyager dans le passé. Mais du moment que le café aura refroidi, pouf, on va revenir dans le présent. Ce qui me fait, j'avoue, un tout petit peu souci, mais où j'ai bien voulu écouter les conseils, c'est que comme on va rencontrer 4 héroïnes qui vont vivre 4 histoires différentes, j'ai un peu peur que ce soit trop 4 nouvelles différentes. Mais reste à voir. On m'en a vraiment dit beaucoup de bien, donc voilà, j'ai envie de faire confiance, puis il est tout petit. Là aussi, je pense que la période pourrait être idéale pour Là où les arbres rencontrent les étoiles, c'est de Glendy Vandera aux éditions Pocket. Je sais pas, il y a un truc dans ce résumé qui m'attire, mais alors d'une profondeur absolue. On va rencontrer Joanne qui vit dans une ferme, vraiment isolée de tout le monde. Elle vit très très loin du reste de la population. Et puis elle est en train de travailler sur sa ferme, de se balader en forêt, etc. Quand elle va rencontrer Ursa, une jeune fille, pieds nus, qui semble toute seule, complètement égarée dans la forêt. Et cette petite fille va lui dire qu'elle est tombée des étoiles et qu'elle veut vivre chez Joanne. Voilà. Moi je veux dire, c'est le genre de résumé, ça me prend tout de suite. Je sais pas, il y a un truc qui fait que, et j'espère que ça va le faire. Je continue avec 3 titres plutôt young adulte jeunesse. 6 baisers manqués et une histoire d'amour de Tess Sharp. Tess Sharp, elle peut écrire ce qu'elle veut, en gros, voilà. Demain, elle me fait un truc de poésie, que sais-je, machin truc chouette, je le prends. C'est tout, voilà, c'est comme ça. Je suis friande, j'achète, j'aime sa plume, j'aime son style, je trouve qu'elle a un côté très incisif, très puissant. Et je la connais surtout, et plutôt, dans le thriller, où je sais qu'elle excelle. Donc là, on est vraiment sur autre chose. Donc je me demande, qu'est-ce qu'elle va nous pondre avec cette histoire d'amour? Là, on va rencontrer Penny et Tate, qui sont... On peut pas dire qu'elles sont vraiment amies d'enfance, mais en gros, leurs mères sont vraiment plus qu'amies. Elles s'adorent, voilà, elles ont fait les 400 coups ensemble, etc. Et elles sont tombées enceintes quasiment en même temps. Donc les deux filles ont grandi ensemble, si on veut bien. Mais c'est pas parce que les mamans sont copines que les filles vont forcément l'être aussi. Et c'est un petit peu le problème entre Penny et Tate, c'est qu'elles s'apprécient, mais parce que leur maman s'apprécie. Sinon à l'école ou autre, c'est pas les meilleures amies du monde. Et pourtant, il y a un truc qui fait qu'elles... Voilà, il y a une attirance entre les deux jeunes filles et à chaque fois, on va se concentrer donc sur une trame principale. Et cette trame principale va être parsemée de ces 6 baisers manqués, ces 6 fois où il aurait pu se passer quelque chose entre Penny et Tate. Aïe 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 aïe. Vous allez me dire, enfin! Mais alors qu'est-ce que j'en attends? Qu'est-ce que je vais mettre la barre haute pour celui-ci? J'ai vraiment envie d'être impressionnée. Mais je pense que je le lirai avec ma fille, histoire d'avoir ce côté un petit peu plus partage. Et je sais que c'est un thème qui va complètement lui plaire parce qu'elle avait adoré d'autres titres un petit peu similaires dont je vous parlerai peut-être juste après pour vous donner des petites idées. Il s'agit enfin des Mémoires de la forêt, tout simplement, voilà. Donc le premier tome, Les souvenirs de Ferdinand Taupe. Alors pourquoi je vous dis que Alice sera forcément très friande de ça? Je le vois surtout parce que le livre en lui-même est illustré par Sanoé. Sanoé, elle a illustré d'autres livres qui étaient parus aux éditions du Lumignon. Il y avait notamment une histoire avec une chocolaterie dans une petite ville, et à chaque fois c'est des petites histoires d'animaux qui vivent dans ce petit village et qui vont te raconter voilà, leurs petites aventures. C'est très court, c'est très sympa et franchement elle a adoré, tellement adoré qu'on l'a lu plusieurs fois. Je me dis que Mémoires de la forêt pourrait clairement lui plaire, ce sera donc une lecture commune avec ma fille, on va dire. Le dernier livre young adulte jeunesse, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai en version numérique sur ma liseuse. Je vous affiche la couverture, il s'agit de Myriam et le thé du juste moment de Sophie Noël, ça c'est aux éditions Scrineo. On m'avait pas conseillé, mais en gros quelqu'un avait commencé ce livre, je sais plus si c'était sur Instagram, je pense, et m'avait tagué dans sa publication en disant oh, en lisant ce résumé, en voyant cette couverture, en lisant ce livre, j'ai tout de suite pensé à Margot Liseuse. Et voilà, moi la couverture, tout ça, le thé du juste moment, ça me parle, il y a un truc, tu vois, quelque chose qui m'attire. Qu'en gros, Myriam voyage depuis très longtemps avec sa mère, et là, enfin, elles posent leur valise quelque part et elles ouvrent leur petite librairie salon de thé. Et puis un jour, elle va rencontrer Adiba, une mystérieuse femme qui vient souvent à la librairie. Et alors Adiba, c'est une conteuse née, elle a un talent pour raconter les histoires. Si bien que tu ne sais plus si tu fais réellement partie de l'histoire toi-même, vu que tu as l'impression de littéralement être dans l'histoire, ou pas.
Et j'aimais bien ce concept-là, le côté conteuse, livre, salon de thé, enfin bref, c'est tout ce qu'on aime. Quand on aime les livres, on aime les salons de thé, on aime tout. Bref. Je poursuis avec un livre qui est une suite. Donc je le mets pour pouvoir continuer la série, rien à voir avec spécifiquement Printemps ou pas, mais il s'agit du tome 2 de Rebel University de mon amie Alicia Garnier et de sa co-autrice Alfreda Henry. Donc là je suis sur From Prince to King et j'ai hâte de lire ce couple-là. Parce que déjà dans le premier tome, il m'avait fait forte impression. Voilà, d'ailleurs je ne vous ai pas encore parlé de Rebel University, j'en parle dans le vlog qui sort la semaine prochaine, le 7 mars. Je poursuis avec les 2 titres plutôt fantasy. Alors, une fantasy young adult avec King of Scars de Leigh Bardugo, toujours dans le Grishaverse, vu que maintenant Netflix nous a annulé Shadow and Bones. Je ne me prononcerai pas sur cette trahison, tout simplement. Il leur restait une saison pour clôturer le Grishaverse, et on était bon. Mais non, voilà. Par contre, on fait une saison 3 des Wings, quoi. Faut m'expliquer. C'était annulé, mais finalement, on fait quand même une 3e. Je ne comprends pas. Je sais que King of Scars n'est pas aussi incroyable que Six of Crows, par exemple. J'ai tellement aimé Six of Crows. C'est pas que j'ai aimé, c'est que c'était incroyable, cette lecture, d'accord? C'était vraiment une duologie plus qu'incroyable. J'ai adoré tous les personnages. J'ai trouvé que le tout était absolument fantastique. J'imagine moins aimer King of Scars, mais j'ai quand même envie de lui laisser sa chance. C'est 2 tomes. Et je me dis comme ça, je clôture le Grishaverse. Pour moi, comme ça. Et parce que j'ai pas envie de laisser ces personnages... Voilà. Je ne vous fais pas de résumé parce que si je vous en fais un, ça vous spoil littéralement les 3 premiers tomes de Grisha. Enfin, les 3 tomes de Grisha. Donc on va éviter. Vu que ça se passe après, voilà. Celui-ci n'était pas dans ma liste à la base, mais la série étant grande, je me dis qu'il faut que je la commence à un moment donné, n'est-ce pas? Il s'agit du premier tome, enfin de la première partie du tome 1 de la Guilde des Ombres de Anatrice, le don de mort. Celui-ci, je l'avais à la base mis dans ma pioche de lecture automnale, parce que la fantasy, dark fantasy, tout ça, c'est vraiment très automnal et tout ça. Bref, oui. Ce qui est, c'est que la suite est sortie chez Pocket, que j'ai pris les 3 tomes qui me manquaient. Et donc ça m'a un peu donné un coup de, tu vois, de me dire, vas-y, commence en fait. La Guilde des Ombres, pourquoi? Alors déjà parce que j'en ai entendu énormément de bien, que c'est une dark fantasy qui paraît-il est vraiment, mais alors, emberlificotée, tarabiscotée au niveau des intrigues politiques, des différentes classes qu'on va pouvoir rencontrer de personnages, etc. J'en avais fortement envie, évidemment. Dans ce premier tome, on va rencontrer une jeune humaine qui va pour la première fois intégrer cette fameuse Guilde des Ombres. Et la Guilde des Ombres, si vous voulez bien, c'est une sorte de bras droit d'un aspect très politisé de la ville, et qui a un petit peu tous les passe-droits, qui est très doué pour certaines choses, mais qui doit un petit peu tout faire en mode ombre, en mode caché. Ça me faisait un petit peu limite penser au Marche-Ombre de Pierre Bottero, mais alors de très très loin comme j'ai compris, parce qu'on n'est pas du tout sur le même style d'univers, vu que là on est vraiment sur de la dark fantasy adulte, vraiment très intense. Les Marche-Ombre, c'est quand même beaucoup plus accessible si vous avez des jeunes lecteurs dans votre entourage, par exemple. Si j'arrive à lire ce premier tome et je ferai en sorte de pouvoir le lire, ce serait vraiment excellent. Hop là. Bien, et j'en viens donc à la dernière catégorie, vous l'aurez compris. Je commence avec La fabrique de poupées de Elizabeth MacNeil. Alors quand il était sorti, il ne m'avait pas plus intéressé que ça. Je me rappelle que les éditions Presse de la Cité m'avaient contacté pour qu'on fasse un truc ensemble, etc. Mais je n'avais pas le temps à ce moment-là de m'y pencher. Et puis, il y a une série qui est sortie là-dessus. Voilà, je me suis dit, mais ce serait incroyable que je le lise quand même d'abord, non? Ce serait très bien. Donc dans la fabrique de poupées, nous sommes à Londres en 1850, qui va accueillir la grande exposition universelle, bien entendu. Et nous, on va rencontrer Iris, qui, voilà, est pas très bien lotie. Pour 3 pennies à peine, elle peint des poupées de porcelaine dans un atelier, et franchement, elle aspire un petit peu à plus grand. Donc dans les bas-fonds de Londres, mine de rien, elle va attirer l'œil de 2 hommes, qui vont avoir les 2 des vues un petit peu sur elle pour différentes choses. L'un est un très étrange et mystérieux taxidermiste, et l'autre est un grand peintre pré-raphaélite qui, je pense, aimerait bien l'avoir pour muse. J'ai quand même un Lucinda Riley. Les mystères de Fleet House. Celui-ci, il a changé de couverture, il a changé de titre aussi. Alors il ne s'appelait pas comme ça à la base, mais c'est pas bien grave, vu que de toute manière, le principe reste le même, l'histoire aussi. On est au sein d'un prestigieux internat en Angleterre, et puis il y a une aile très secondaire, une sorte de bâtiment un peu laissé à l'abandon, qui est Fleet House, qui est normalement inaccessible, en tout cas les élèves n'ont pas le droit d'y aller. Mais bizarrement,
Un jour, un jeune homme va être trouvé mort là-bas. Et donc une inspectrice est dépêchée pour mener l'enquête. Elle va se rendre compte de plusieurs choses et puis elle va commencer à creuser dans le passé de Fleet House et dans le passé de ce fameux internat. Emma de Jane Austen, mais attention, pas n'importe quelle version, c'est la version pour laquelle j'ai participé au crowdfunding, donc c'est aux éditions Baribal, et c'est retraduit intégralement par la grande Clémentine Beauvais. Oui. Jane Austen, c'est une autrice que j'aime beaucoup, mais pour laquelle je trouve les traductions ont été très mal effectuées. Et c'est bien dommage. Car c'était une autrice qui avait beaucoup d'humour, qui était pleine de sarcasme et de petits jeux de mots, etc. Et ça n'a pas du tout été traduit dans ses romans. Clémentine Beauvais, avec cette retraduction de Emma, s'est donnée pour mission de coller plus au texte d'origine, d'être plus influencée par l'humour et les petits traits des caractères des personnages de Jane Austen. Et rien que pour ça, j'ai super hâte. Ça fait partie des Jane Austen que je n'avais encore jamais lues, donc ça tombait plutôt bien. Je connais l'histoire pour avoir vu différentes adaptations. Mais là... Bref, voilà. Et en plus, il est très beau. Les Lavandières de Brocéliande de Édouard Brazet, je l'ai pris à Emmaüs. Et alors, je m'y suis penchée pour deux choses. Déjà, Brocéliande, évidemment. Et Édouard Brazet, je le connais surtout pour ses encyclopédies féeriques. J'étais étonnée, j'espère en bien, de voir qu'il avait écrit des romans également. Alors, on va le retrouver ici en 1943, dans un petit village à l'orée de la forêt de Brocéliande, où une des lavandières du village est retrouvée noyée le matin dans la rivière. Deux suspects bien réels qui vont forcément être un petit peu secoués par toute cette histoire, mais la plus vieille lavandière du village dit que non, ce sont les lavandières nocturnes qui ont fait le coup, ce seraient des sortes de femmes esprits qui viennent laver le linge de leurs enfants mort-nés une fois la nuit tombée. Donc forcément, entre croyance et réalité, le tout va un petit peu se mélanger. J'aimais plutôt bien le lieu choisi pour l'action, le fait que ça se passe dans les années 40, on est en pleine Seconde Guerre mondiale, donc il y a un petit côté aussi historique qui vient se mêler à tout ça. Également, je vais terminer plus ou moins la série des Fleurs captives avec Les racines du passé de Virginia C. Andrews. Ce serait bien que je termine, surtout que... Voilà, il me reste plus que celui-ci, et j'ai encore le 5e volume, mais qui lui se passe avant tous les événements des Fleurs captives. Voilà, alors si vous ne connaissez pas Fleurs captives, c'est une série qui à l'époque avait fait grand bruit, avait eu un énorme succès de Virginia C. Andrews, où on y parle dans le premier tome d'une fratrie de 2 sœurs et 2 frères qui, pour leur bien, parce que leur mère doit les cacher, vont vivre dans le galetas, dans le grenier de la grande maison familiale, et ils sont censés ne pas faire de bruit, ne pas exister. Personne dans la maison n'est censé savoir qu'ils existent. Sauf que bien évidemment, à force de vivre cloîtrés dans un grenier, il va se passer plusieurs choses entre les enfants. Et voilà. Et donc là, c'est la suite. Et le dernier de cette pile, il s'agit de L'héritage de Catherine Webb, là aussi pris à Emmaüs. Alors celui-ci, ça faisait un très long moment que je l'avais, et je crois même que ma mère l'a lu, et m'avait dit « mais qu'est-ce que tu attends? Il est pas mal du tout !» Alors là, ça regroupe vraiment tout ce que j'adore. Donc techniquement, je devrais être friande de ce genre d'histoire. Ça devrait le faire, je pense. Je crois ne pas... Ah, j'ai lu un Catherine Webb, il me semble, une fois. Je ne sais plus. Donc là, on est sur... 2 temporalités, comme toujours, moi c'est ce que j'adore. Il s'est passé un truc dans le passé, il y a eu des secrets, il y a eu des trucs qu'on a cachés, qu'on a voulu enfouir, etc. Et puis boum, aujourd'hui, quelqu'un fait un peu du tri dans les affaires familiales et voit des choses qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne sait pas qui ça concerne exactement, donc quid, que faire de tout ça? Et elle va mener l'enquête, vu que visiblement 2 sœurs auraient un immense secret dans la famille, et on veut savoir ce que c'est. Voilà, c'est pour ça qu'on lit ce genre de livre. Voilà pour ma pioche printanière, j'espère avoir pu vous donner des idées de lecture. Comme d'habitude, vous le savez, ce genre de vidéos ne sont pas là pour vous donner mes avis, c'est juste pour vous donner... refaire un petit refresh, un petit récap aussi des fois de ce que j'ai dans mes différentes pioches, dans ma bibliothèque, ce que j'ai déjà lu ou pas encore lu. La liste complète de ma pioche printanière est en barre d'infos, vous pouvez cliquer dessus et les livres que je vous ai présentés ici, ils seront listés, mais pas que, évidemment, il y a aussi les livres que je n'ai pas choisi de lire pendant ce printemps-là, parce que je ne peux pas tout lire en une seule saison dans ma pioche, parce que j'ai un peu trop de livres. Il faut que je reste réaliste quand même, que ce soit faisable. Mais voilà, plus ou moins ce que j'espère pouvoir lire durant les 3 prochains mois. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite d'excellentes lectures bien évidemment, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.